On a renoncé au contrôle des prix. On compte sur la concurrence pour empêcher ces hausses de prix, mais naturellement, ça ne joue pas quand l'ensemble des entreprises augmentent leurs prix. Il aurait fallu introduire une taxation des super-profits, que ce soit l'énergie, l'agroalimentaire et puis aussi les laboratoires pharmaceutiques. Les agents doivent maintenant s'adapter à un nouveau taux d'intérêt de l'ordre de 4%. Il faut espérer que ça provoque un krach immobilier qui serait tout à fait sympathique pour permettre aux jeunes de se loger. Un gouvernement de gauche qui arrive avec une politique expansionniste va se heurter à la coalition des marchés de la BCE. Est-ce qu'il est possible de mener une autre politique, même sérieuse, dans le cadre de l'Union européenne? Ben non. La réponse est non. C'était pas censé être démocratique, l'Union européenne? J'ai loupé un La truc, on m'a dit c'est La super réponse démocratique. est non. Pour mettre en cause l'Europe, il faut qu'un certain nombre de pays changent de discours et disent clairement, ben non, on ne s'inscrit pas dans la domination néolibérale technocratique de l'Europe. C'est la politique de l'oligarchie. Mais l'oligarchie, on est dans un pays démocratique, et donc en même temps, on ne peut pas prendre des politiques trop brutales contre le modèle social, même si on en a envie, donc c'est progressif. Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes économiste, vous êtes même un membre très actif du collectif des économistes atterrés. Vous êtes spécialisé en macroéconomie, dans les politiques économiques, dans tout ce qui est économie monétaire en particulier. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question sur le retour de l'inflation. En effet, elle vient d'atteindre, comme on le voit, 6% sur un an, dont 1% en août. Et si on s'intéresse à des éléments aussi essentiels que l'alimentaire, on est plutôt à 11% toujours sur un an, et sans doute maintenant autour de 15 à 18 depuis le début de la crise inflationniste. Alors finalement, comment vous jugez cette situation? Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de l'inflation? D'abord, merci de m'avoir invité. Le retour de l'inflation s'explique essentiellement par des chocs de prix sur les matières premières et sur l'énergie. On a eu l'économie mondiale a été frappée par un certain nombre de chocs. Après le Covid, on a eu des problèmes des chaînes d'approvisionnement, on a eu des problèmes de transport, donc qui fait que certains produits ont manqué. C'est ajouté à ça des mauvaises récoltes dans certains pays, liées bien sûr au dérèglement climatique. Ensuite, on a eu l'invasion de l'Ukraine par l'URSS, qui a fait que le prix des produits agricoles a flambé, et puis surtout que le prix de l'énergie a fortement augmenté. Donc tous ces chocs font que les prix des matières premières importées de l'énergie ont augmenté, et ça s'est propagé progressivement sur les prix en France. Et donc, on est arrivé à une inflation qui a atteint à son maximum, comme on peut le voir ici, 7% l'an. Grosso modo, on peut estimer que l'économie française a subi un prélèvement de l'ordre de 2 points de PIB du fait de cette augmentation des prix des produits importés. Et donc, ça se traduit donc par une hausse progressive des prix en France. La particularité de la période, c'est que normalement, ce genre de choc, ça doit se traduire par une baisse des marges des entreprises qui doivent subir en partie le choc. C'est ce qu'on a vu dans les précédents chocs pétroliers, tandis qu'ici, les entreprises ont maintenu, même accentué leur taux de marge, ce qui fait que l'inflation a été particulièrement nette et a été relativement rapide par rapport aux épisodes précédents. Et par contre, les salariés, eux, ont du mal, sauf au niveau du SMIC, ont eu du mal à avoir des hausses de salaire. Et donc, grosso modo, ils ont perdu
2% de pouvoir d'achat. Et donc, cette inflation, jusqu'à présent, c'est supporté en grande partie par les salariés, en partie aussi par l'État, dont le déficit public a augmenté. Justement, on a vu au début de cette crise de grandes craintes de la Banque centrale et de Lagarde qui avait peur que les salaires augmentent pour poursuivre l'inflation et donc d'être dans une boucle qui allait alimenter l'inflation, ce qui ne s'est pas trop produit parce que les salaires n'ont pas subi. Il y a eu des pertes de pouvoir d'achat assez importantes d'ailleurs, moins que dans d'autres pays, mais enfin c'est quand même moins 2, moins 3% de mémoire de pouvoir d'achat de baisse. Mais en fait, c'est les marges des entreprises, assez étonnamment, qui ont fortement augmenté. Donc, on a un phénomène qui est en train, comme ça, d'après vous, de maintenir l'inflation à des niveaux élevés à cause des entreprises qui ne jouent pas le jeu et qui sont un peu des profiteurs d'inflation, pourrait-on dire? Oui, bien sûr, il y a des profiteurs d'inflation. Donc, on a eu le choc. Le problème, c'est qui paye ces 2%. Les entreprises, ce coup-ci, réussissent à ce que ce ne soit pas nous qui payons ces 2%. Le taux de marge au deuxième trimestre 2023 est plus élevé que jamais. Donc, les salariés ont subi le choc, mais quand même, les salaires maintenant sont sur un rythme de l'ordre 4% l'an. Et donc, cette boucle prix-salaire qui est très atténuée, elle continue quand même à jouer. Elle va continuer à jouer en 2024. Et donc, cette hausse des prix ne va pas disparaître comme par enchantement. Elle se propage actuellement dans les services et dans l'industrie parce qu'il y a quand même eu des hausses de salaire qui maintenant sont répercutées. Donc, on a une boucle un peu particulière avec le choc initial, les prix augmentés des marges et quand même un peu les salaires. Et donc, on ne revient pas à l'inflation extrêmement faible qu'on a connue pendant la crise Covid. On a vu à cette occasion Bruno Le Maire, ministre de l'économie, demander, parce que ça c'est ce qu'il fait très très bien, demander aux entreprises de ne pas trop se goinfrer, mais bon, il n'a pas été étonnamment suivi. Ça vous a choqué qu'il n'y ait pas eu de taxation des surprofits, quand on voit Total en particulier, toutes les pétrolières, vraiment le secteur alimentaire aussi, qui est en train de faire des profits historiques, à un moment où les Restos du Cœur pleurent parce qu'ils n'arrivent plus à financer les repas des Français? Disons, il y a deux problèmes. D'un côté, depuis Raymond Barre, on a renoncé au contrôle des prix, qui est quand même un instrument relativement utile. C'est-à-dire que les entreprises, elles devaient justifier leur hausse de prix, tandis que là, on compte sur la concurrence pour empêcher ces hausses de prix, mais naturellement, ça ne joue pas quand l'ensemble des entreprises augmentent leurs prix. Donc, c'est un instrument dont que l'État a perdu. Et puis, bien sûr, il aurait fallu introduire une taxation des super-profits, que ce soit l'énergie, l'agroalimentaire et puis aussi les laboratoires pharmaceutiques. Mais le contrôle des prix de certaines activités, pour vous, ça vous semble économiquement une idée raisonnable? Parce que parfois, on a l'impression que tout ça sort du siècle dernier, à écouter un peu les néolibéraux qui sont au pouvoir. Alors qu'en effet, comme vous le soulignez, au temps de Giscard d'Estaing, il n'y a pas de souci à contrôler certains prix. Non, on pourrait effectivement restaurer une forme de contrôle des prix pour les grandes entreprises et demander aux grandes entreprises de justifier ces hausses de prix, que ce soit les grandes chaînes de distribution, l'énergie, voilà. Donc, disons, c'est pas complètement absurde de ne pas compter uniquement sur la concurrence pour ça, surtout que la concurrence est extrêmement faible dans certains secteurs où il y a des ententes implicites ou pratiquement un monopole. Donc, pour le pétrole, il y a Total Énergie qui est leader et donc
contrôler Total Énergie ne serait pas complètement absurde. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Au mois d'août, pendant que les Français étaient en vacances, bien les prix ne se sont pas du tout calmés. Au contraire, comme on voit, il y a eu encore 1% de hausse des prix en France pour le seul mois d'août. Avant, c'était le taux pour une année. Là, c'était juste en août. On est sur la plage, on est revenu, tiens, c'est encore 1% plus cher. Ça vous étonne que ça dure autant? Pour vous, ça peut durer encore très longtemps? Les petits soubresauts mensuels de l'inflation sont dus en quasi-totalité à l'énergie. Hein, on dépend énormément du prix du pétrole. Donc, au mois d'août, on a eu une poussée du prix de l'énergie, alors qu'on avait eu une baisse le mois précédent. Donc, ça génère des petites fluctuations, des fluctuations plus ou moins grandes qu'on ne contrôle pas. Donc, la grande question qui est posée, mais peut-être qu'on y reviendra, c'est la question de l'autonomie économique de la France. Bien sûr, dire, on va y revenir on assez dépend de façon facilement. importante pour l'agriculture et pour l'énergie de produits importés dont on ne contrôle absolument pas le prix, et donc on est à la merci de décisions prises en Russie ou en Arabie Saoudite d'ouvrir plus ou moins les robinets du pétrole, et donc on a des hausses qu'on ne contrôle absolument pas à ce niveau. Pour vous, c'est un problème, cette perte de souveraineté qu'on a sur de nombreux domaines, et comme on le voit aussi avec le déficit commercial qui est lunaire, le déficit de la balance des paiements qu'on a étudié cet été, qui est aussi historiquement déficitaire. Oui, bien sûr, disons, Ouais, c'est pas qu'un peu, quoi. c'est un de nos gros problèmes, c'est un grand problème de l'économie française. On ne produit pas assez, et donc on dépend de l'étranger pour un grand nombre de produits, les produits agricoles et l'énergie en tout premier lieu, ensuite l'industrie pour d'autres produits. Et donc le grand problème auquel on est confronté, c'est qu'il faut reprendre le contrôle de notre production dans ces secteurs, et c'est une tâche, disons, c'est pas une tâche de court terme, c'est une tâche de moyen terme, mais c'est complètement indispensable. Alors, quand on parle inflation aussi, on a parfois quelques débats sur l'aspect monétaire, puisque, comme on le voit ici, la masse monétaire de la France, qui était restée stable des années 70, 80, 90, a commencé à monter assez notablement au début des années 2000, et puis surtout explosé depuis 2015 avec les créations monétaires très très fortes de la Banque centrale européenne, qui, je le rappelle, ont été faites parce que l'inflation était arrivée à zéro, et donc la Banque centrale a dit: l'inflation est trop basse, je vais faire la création monétaire pour évidemment donner un peu un boost à l'économie, donc ça et à l'inflation. Donc, le boost à l'économie, on l'a pas trop vu, mais le boost de l'inflation, on l'a vu en partie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi votre analyse? L'économie, lorsque la demande est faible, lorsque on a un déficit de demande, la politique économique doit agir. Elle a grosso modo deux moyens d'action. Le premier, c'est le déficit public, qui donne de la dette publique. On donne de l'argent aux ménages ou aux entreprises pour que ces agents dépensent. Par ailleurs, l'autre moyen d'action, c'est la politique du crédit. Donc, on baisse au maximum les taux d'intérêt pour inciter les ménages et les entreprises à s'endetter et donc à dépenser. Et la particularité amusante de cette période, donc qu'on voit depuis 2005, c'est qu'avant, la Banque centrale ne contrôlait que les taux d'intérêt de court terme, laissait les taux d'intérêt de long terme suivre les anticipations des marchés. Et puis, à partir d'une certaine date, dans les années 2005, la Banque centrale
européenne s'est dit, on va faire un peu mieux, on va agir aussi sur les taux à long terme, et pour ça, on va acheter de la dette publique. Et donc, la BCE a acheté la dette publique pour faire baisser les taux longs par rapport aux taux courts. Ce qui est une innovation assez amusante et qui a des conséquences peut-être pas prévues. Donc, une de ces conséquences, c'est que les taux longs, en principe, sont faibles par rapport aux taux courts, ce qui, d'un côté, peut inciter les entreprises et les ménages à s'endetter, mais de l'autre côté, ça favorise la spéculation. Et puis, comme les taux longs sont bas par rapport aux taux courts, les agents n'ont plus intérêt à acheter des titres longs. Finalement, au bout d'un certain temps, ces titres longs sont achetés en très grande partie par la Banque centrale européenne. Et donc, il y a une situation un peu malsaine où la Banque centrale européenne se retrouve à détenir des titres longs de façon importante à des taux d'intérêt très bas. Et ce qu'on voit depuis qu'elle remonte les taux, c'est que du coup, elle subit des pertes importantes parce que ces titres longs qui lui rapportent zéro, qu'elle a achetés qui lui rapportent zéro, maintenant elle le finance avec des dépôts bancaires qu'elle rémunère à 3,75%. Et donc, la BCE a des pertes importantes au niveau de ses comptes d'exploitation. Et c'est pareil pour la Banque centrale d'Angleterre ou pour la Fed. Et donc, on a un déficit qui apparaît au niveau des banques centrales qui ont joué à raccourcir la dette longue de l'État. Alors, vous soulignez quelque chose de très important, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Alors, ça semble un peu nébuleux, mais enfin, tout simplement le taux auquel on arrive à faire un crédit immobilier, la consommation, et surtout les entreprises, évidemment, pour se financer. Ici, je vous propose de voir l'évolution des taux d'intérêt à long terme, à peu près une dizaine d'années, depuis 1750, et on voit que le taux était toujours à 4, 5, 6%. Évidemment, il y a une grosse flambée inflationniste dans les années 70-80, mais surtout, ce qu'on observe depuis les années 2000 et surtout 2010, c'est une baisse historique, 4, 3, 2, 1. Même il y a eu des taux négatifs, ce qui semble après une folie pour les États. Évidemment, ça a été fait en réaction à la crise de 2008-2012 pour booster l'économie. Quand on regarde, l'économie, elle a fait plutôt 1,5% de croissance par an. Donc le boost, on ne peut pas dire qu'il n'a pas été colossal, ou ça voudrait dire que sans boost, c'est-à-dire qu'on serait en récession depuis lors. Mais ce sur quoi j'ai envie d'intervenir, c'est que je suis assez étonné dans les débats. On entend beaucoup ce débat sur les taux de la Banque centrale. Surtout à gauche aussi, j'entends souvent dire mais regardez, la Banque centrale, elle a monté ses taux, c'est dégueulasse, ça va causer des problèmes économiques, un peu de chômage. Bon, peut-être on peut discuter, c'est en effet un débat, mais on ne parle pas d'un deuxième point qui est quand même central, c'est que ce taux-là, il a une influence sur l'immobilier, sur les prix de l'immobilier. C'est évidemment cette baisse qui a permis de financer la bulle qui a explosé depuis le début des années 2000, mais en tout cas, l'immobilier a encore pris presque un tiers depuis 2015, ce qui semble colossal, assez fou. Et ça a des conséquences sur les gens qui n'arrivent plus à se loger. Et ça crée des problèmes immobiliers, ça crée des problèmes de financement. Pourquoi ce débat du lien entre le taux d'intérêt et l'immobilier, et donc les conditions de vie des gens, est rarement posé, et surtout à gauche? Ce que j'en pense, c'est que depuis 2007-2008, on a à l'échelle mondiale un déficit de demande. Grosso modo, à l'échelle mondiale, le capital l'a emporté sur le travail. Tous les pays se battent pour être le plus compétitif, le plus attractif possible. Ça suppose de faire pression sur les salaires, sur les dépenses sociales. Et la contrepartie, c'est qu'il y a un déficit de demande qui est comblé, si on peut dire, par d'un côté des taux d'intérêt très bas et de l'autre côté des déficits publics importants dans la quasi-totalité des grands pays de l'OCDE. Et donc, on a des taux d'intérêt qui sont arrivés à être très bas par rapport à la croissance anticipée. Naturellement, ça doit inciter les gens à s'endetter.
ça permet de faire monter les prix de l'immobilier et on arrive, donc c'est un effet pervers, si on peut dire, mais il y a beaucoup d'effets pervers du fait d'avoir maintenu les taux très bas et donc on arrive à des prix de l'immobilier qui sont tout à fait excessifs. Heureusement, la BCE a remonté ses taux, on arrive aujourd'hui à des taux qui vont bientôt frôler les 4%, qui est un taux relativement normal. Et donc, logiquement, les agents doivent maintenant s'adapter à un nouveau taux d'intérêt de l'ordre de 4%. Et il faut espérer que ça provoque un krach immobilier qui serait tout à fait sympathique pour permettre aux jeunes de se loger. Bien sûr, ça ne suffit pas. Le problème, c'est que il faut que la Banque centrale et les responsables ne soient pas sensibles aux pleurs des gens qui disent c'est catastrophique, le prix du logement va baisser. Il faut dire oui, ça serait vachement sympa que le prix des logements baisse. Il doit baisser d'au moins 30% pour pas être excessif. Et puis de l'autre, il faut du logement, il faut un vaste programme de logement social qu'on peut financer dans le cadre de la transition écologique avec les caisses d'épargne, etc. Comme vous le soulignez, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans un système oligarchique, puisqu'on voit que le seul problème, c'est que les prix de l'immobilier vont tomber. Donc, autrement dit, on a en tête, et sans doute ceux qui vous disent ça, qu'ils soient politiques ou dans les médias, ils ont déjà acheté un logement, et donc ils ne veulent pas que la valeur de leur logement baisse. Mais personne ne pense à ceux qui veulent acheter et qui sont jeunes, et au transfert très important des ménages jeunes vers des ménages très aisés et très âgés, qui est une espèce d'hold-up historique sur l'immobilier. Donc il faut un hold-up historique sur il faut un contre-hold-up, voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a la construction de logements sociaux et puis il y a des choses dont il ne faut pas parler, c'est taxer les loyers implicites, c'est-à-dire taxer les gens qui possèdent leur logement en disant, voilà, vous possédez ce logement, ça vous fait un revenu de 1 000 euros par mois, et ce 1 000 euros par mois, on va le taxer. Et donc, parce que, évidemment, du point de vue de la justice sociale, ce serait extrêmement sympathique. Et puis, cet argent qu'on récupère en taxant les loyers fictifs, on le met pour construire des logements sociaux. C'est surtout qu'ils sont déjà calculés par la comptabilité nationale, quoi. C'est même pas un truc qui sortirait comme ça de je ne sais quel délire. L'INSEE a déjà calculé des loyers imputés. Oui, on calcule les loyers imputés. Et puis, mais les gens qui le vivent, en quelque sorte, ils savent très bien que c'est une petite différence entre deux familles. L'une qui a pu avoir son logement parce que les parents et les grands-parents ont beaucoup aidé, et puis ceux qui n'ont pas ce logement et qui se retrouvent à payer ces 1 000 euros ces 800 euros de loyer par mois. Bon, je veux dire, il y a une différence de niveau de vie et la fiscalité devrait en tenir compte. Donc, en conclusion sur l'immobilier, et puis pour faire un petit clin d'œil à une chronique qu'on a faite, c'est pas le moment d'acheter encore, ça va baisser. Oui, non, mais ça va baisser et il est souhaitable que ça baisse de façon importante. Alors finalement, il n'y a pas que ça qui devrait baisser, on aimerait bien que l'inflation, ça baisse un peu quand même. Quelles sont pour vous les politiques qu'il faudrait mener pour que justement cette inflation baisse Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver une inflation à 2% ou est-ce que finalement c'est assez illusoire à cause de la forme de démondialisation qu'on commence à voir apparaître? Vous savez, l'inflation peut avoir différents motifs, hein, et il est quand même sympathique d'avoir une certaine inflation de 3% qui exprime que la demande, elle est supérieure à l'offre, qu'il y a des tensions sur les marchés, que les entreprises ont du mal à trouver des travailleurs. Tout ça, c'est sympathique. Et donc, avoir une économie un peu en surchauffe, c'est pas
c'est pas catastrophique. Ce qui serait catastrophique, c'est la position de la BCE consistant à dire pour faire baisser l'inflation, je provoque une récession en espérant que cette récession fasse monter le taux de chômage et que le taux de chômage fasse baisser les salaires de sorte que ce soit les salaires qui encaissent tout le choc de la hausse des prix des matières premières. Donc, une petite inflation de 3%, ce n'est pas choquant. Ce qu'il faut, c'est que les plus pauvres soient protégés, que le SMIC, heureusement, est protégé. Il faut protéger le RSA, toutes les prestations sociales. Et par ailleurs, il faut accepter l'idée que, grosso modo, ce n'est pas choquant que les revenus les plus élevés subissent des pertes de pouvoir d'achat. Certes, Henri, mais j'ai envie de vous dire, OK, mais il n'y a pas que les minima sociaux. Je veux dire, il y a maintenant des millions d'auto-entrepreneurs précarisés par les politiques macronistes. Il y a plein de petites entreprises qui ont des difficultés déjà financières. Et quand vous dites 3%, bah oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indexation automatique des salaires sur l'inflation, moi jusqu'à un certain seuil, quoi. Et donc, au final, vous risquez d'avoir plein de gens des classes moyennes qui vont perdre aussi du pouvoir d'achat, parce que s'il y a 3% d'inflation et puis 0% ou 1% d'augmentation de salaire, bah, c'est quand même 1-2% de pouvoir d'achat en moins en un an. Donc en 10 ans, bah, vous perdez au moins 10% de votre pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de sup à 10 000 euros par mois qui va perdre beaucoup à cause de l'inflation, en fait, parce que lui, justement, son employeur, n'inquiétez pas qu'il y aura de l'argent pour augmenter les cas de sup. C'est pour ça qu'il faut une indexation des salaires jusqu'à un certain Ah, niveau, d'accord, c'est ce que vous mais proposez. pas, bien sûr, pas à des niveaux, aberrants, et que naturellement, mais c'est un autre sujet, il faut remettre en cause le fait que les grandes sociétés vivent en oppressant et en pressant les sous-traitants et les petites et moyennes entreprises. Mais c'est quoi pas aberrant pour vous, le niveau de salaire? Quoi, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 5 000 euros? C'est quoi pour vous quelque chose de raisonnable? Parce que plus ça monte, plus il y a une masse quand même de la population qui est concernée, ce qui est d'un côté positif pour le pouvoir d'achat, mais qui de l'autre, bah voilà, crée aussi des charges sur l'économie. Compte tenu des contraintes écologiques, disons, 3 SMIG, c'est un maximum. Donc, voilà, les salaires supérieurs à 3 SMIC, pouvoir d'achat supérieur à 3 SMIC, ils doivent être réduits. Alors parlons un peu maintenant de la dette publique qu'on a rapidement évoquée il y a quelques minutes. Alors, bon, cette dette vient de dépasser les 3 000 milliards d'euros, un peu plus de 110% du PIB. On voit son évolution, où depuis les années 80, elle ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Le premier point qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un phénomène français, c'est général à l'échelle de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, on a des pays comme le Japon qui ont beaucoup plus de dettes publiques que la France, l'Italie est au-dessus de la France, et on a un ensemble de pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui ont des dettes publiques équivalentes à la dette publique française en pourcentage du PIB. Donc, ce n'est pas un phénomène français, et il ne faut pas chercher des causes françaises. On est dans un monde où on a un déficit structurel de demande, et donc l'ensemble des pays développés a éprouvé le besoin de pratiquer des taux d'intérêt très bas et puis d'avoir recours au déficit public pour soutenir l'activité. D'un côté, on peut dire, voilà, c'est un mal nécessaire. Voilà, quand vous êtes malade, on vous donne un médicament et vous êtes mieux. Et puis de l'autre côté, on peut dire, oui, le problème, c'est pas... Le grand problème, c'est le déficit de demande, et on serait mieux si on n'avait pas ce déficit de demande, mais
C'est un médicament ou c'est de la drogue un peu C'est palliative? les deux, c'est un médicament. Ben, les médicaments, c'est de la drogue, hein. Donc voilà, Mais je veux dire, il n'y a jamais de guérison, en fait. il y a C'est ça jamais que je veux dire, c'est de... que c'est pas un médicament qui vous guérit, quoi. Oui, mais là, pour être guéri, n'est-ce pas, il faudrait qu'on puisse vivre avec un excédent budgétaire, c'est-à-dire qu'on soit dans des périodes où on a un surplus de demandes tel qu'effectivement, on puisse avoir un excédent public. Mais si aujourd'hui, vous êtes le ministre de l'économie et vous dites, voilà, j'ai un déficit public qui doit être de l'ordre de 150 milliards d'euros, si du jour au lendemain, vous dites, ben voilà, je vais prélever ces 150 milliards d'euros, eh ben, on aura une chute énorme de l'activité, et donc on ne va pas réussir à réduire la dette publique relativement au PIB, et donc on n'a pas, en quelque sorte, on n'a pas beaucoup le choix. En fait, Voilà. vous décrivez... Le gouvernement, monsieur le maire dit on va réduire l'endettement de la France, c'est gentil, mais il va présenter un budget où on a un déficit de 150 milliards, ce qui veut dire que l'endettement de la France va augmenter de 150 milliards. Et la seule chose qu'il peut espérer faire, c'est réduire la vitesse à laquelle cette dette augmente. On va en reparler d'ailleurs, mais j'ai envie de dire, ce que vous venez de décrire, c'est exactement la définition d'un surendettement duquel on ne peut plus sortir, en fait. Ce que vous venez de dire à raison, il y a un déficit de 150 milliards. Bon, si on veut réduire la dette, comme soi-disant il le dit, il faut déjà revenir à zéro comme déficit. Donc il faut trouver 150 milliards, que ce soit des dépenses en moins ou des recettes en plus. Et comme vous le signalez, si vous faites ça, vous risquez d'avoir des conséquences macroéconomiques qui vont vous générer une récession, donc des chutes de vos recettes. Et donc si ça se trouve, quand vous faites ça, vous n'arrivez pas à réduire. Ça se trouve, vous avez un déficit encore plus gros qu'avant de faire quelque chose. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus maîtriser vos dépenses publiques. C'est extrêmement inquiétant quand même ça, surtout pour un prêteur, non? Oui, non, mais en même temps, comme vous savez, les prêteurs nous font confiance, ils nous prêtent à J'ai des jamais taux, compris pourquoi, mais enfin ok, je constate. Mais ils nous prêtent à des taux raisonnables, 3,13% hier. Voilà, on peut dire, les prêteurs, les marchés financiers sont extrêmement gentils vis-à-vis de nous. Donc, mais pourquoi, d'après vous, parce que vous venez très bien de dire, il n'y a aucune raison d'avoir confiance, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la dette publique. oui, mais en même temps, Ils sont gentils ou ils sont non, ils ne sont stupides? pas gentils. En même temps, ils savent très bien que la France va continuer à servir la dette, ce qui est important. Vous savez que c'est autoréalisateur. J'accepte de prêter à la France parce que je sais que vous, qui êtes mon collègue, ben vous prêtez aussi. Et donc, le mécanisme est auto-validant et il peut très bien arriver. Hein, c'est arrivé pour la Grèce, ou c'est arrivé hier pour Casino ou pour Messier. Il peut très bien arriver qu'à un moment donné, hop, la confiance disparaît. Brusquement, le phénomène auto-validant s'inverse, c'est-à-dire que je m'aperçois que vous avez une méfiance vis-à-vis de la dette française, donc je me dis, après tout, moi aussi, je devrais suivre. Et donc, voilà. Mais le fait est que l'histoire que je raconte sur laquelle on a besoin de la dette pour des raisons macroéconomiques, et donc la dette, elle est justifiée pour des raisons macroéconomiques, elle est avalée par les marchés, et donc ça tient. Pour bien comprendre, quand quelqu'un, en particulier par le biais de l'assurance vie, c'est comme ça que ça se passe souvent, va prêter 10 000 euros à l'État français pour 10 ans, dans 10 ans, pour être remboursé de ces 10 000 euros, par exemple, ce n'est pas les impôts qui payent les 10 000 euros, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va payer 10 000 euros et donc vous allez faire rouler comme ça finalement votre dette. En gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et donc ce que vous dites, c'est que si dans 10 ans, il n'y a plus la confiance, eh bien, vous ne pourrez pas être remboursé. C'est comme ça que, comme la Grèce en particulier, vous vous retrouvez dans le mur. Mais là, vous venez de dire, pour le moment, ça tient, mais est-ce que ce n'est pas un peu comme quand on se jette du 50e étage, ça va bien pendant un moment, mais est-ce qu'on n'est pas juste toujours en pleine chute? Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça de voir dans 3 ans, dans 5 ans, une perte de confiance? Parce que bien évidemment, si les taux d'intérêt remontent sur la dette publique française à 10%, le jeu est fini en fait. Oui, mais justement, les taux d'intérêt ne remontent pas. Même quand on paye aujourd'hui 3,14%, on paye des taux d'intérêt qui sont largement inférieurs à la croissance du PIB. Et la croissance du PIB anticipée, on vit
quand même sous l'idée que la croissance du PIB en valeur sera de l'ordre de 3,2 dans les années à venir. Donc, les taux d'intérêt ne dépassent pas, restent à peu près à ce niveau. Et puis, bon, il y a un mécanisme qui est mis en œuvre, qui est que, normalement, l'État est sûr que sa dette publique est achetée parce que derrière, il y a la Banque centrale. Et donc, la règle du jeu, c'est que le gouvernement émet des titres, les banques achètent obligatoirement ces titres, sachant que jusqu'à présent, ils peuvent toujours les refinancer auprès de la Banque centrale. Et donc, ce mécanisme génial consiste à dire, en fait, la confiance que l'on a sur la dette publique, c'est aussi une confiance qu'il faut avoir sur la monnaie. Et donc, bon, il n'y a pas de problème pour les États-Unis ou pour la Grande-Bretagne ou pour le Japon. Il y a un petit problème pour nous qui est que cette confiance, elle repose sur le fait que les banques peuvent se refinancer auprès de la Banque de France, Banque française, et que la Banque de France, elle peut se refinancer sans problème auprès de la BCE. Et donc ce mécanisme fait qu'on a confiance, les marchés ont confiance dans la poursuite de ce mécanisme. Et pour que ça bloque, il faudrait qu'un jour, la BCE dise ben, « Désolé, je ne prends plus la dette française, ce qu'elle a fait pour la Grèce. » Et donc, les marchés financiers font confiance au fait que la BCE ne fermera pas le robinet, sachant qu'elle l'a fermé une fois pour la Grèce, mais tout le monde se dit ben, la Grèce, c'est un petit pays, donc on peut fermer le robinet, et la BCE n'osera jamais fermer le robinet pour la France, et donc ça joue. Maintenant, on peut raconter des histoires pour se faire peur, pourquoi pas. La première histoire pour se faire peur, c'est que d'un côté, on a des banques centrales qui ont recours à la BCE, mais que globalement, ben, ça se boucle sur le fait que la Bundesbank prête et la Banque centrale des Pays-Bas prête à la BCE, et que là, il y a un petit problème. Il faut que les Allemands et les Néderlandais et les Finlandais continuent à prêter à la BCE. Oui, c'est sur le Target 2 en particulier. Sur le Target 2, oui, voilà, c'est le Target 2. Donc, ouais. Donc, il faut que le Target 2 continue à jouer. Voilà. Et oui, puis, il y a un deuxième petit problème qui est, mais bon, évoqué parfois, qui est que les banques centrales ont accumulé, du fait de la montée des taux d'intérêt, des pertes des pertes durant l'année 2023 qui vont en accumuler en 2024, et donc ça fragilise un peu le système. Mais bon, personne ne s'inquiète jusqu'à présent. Mais c'est pas un problème. Enfin si, moi je m'inquiète. Hein, mais Vous pouvez vous inquiéter, ok. Non mais vous dites on joue à se faire peur, mais enfin, c'est aussi une gestion prudentielle des risques minimale tout de même. Parce que si on est vraiment dans cette idée de jusque-là tout va bien quand on est en train de tomber, vous dites oui, mais regardez, il faudrait que la banque, la BCE arrête de prêter à la France, machin, ça n'arrivera pas quelque part, mais enfin, ça n'arrivera pas, je ne sais pas moi, si en 2027, par exemple, une hypothèse, hein, Jean-Luc Mélenchon est élu ou Marine Le Pen est élue. Comment ils vont réagir, la BCE? Parce que la dernière fois qu'il y a eu une politique un peu alternative en Grèce, on a vu que très rapidement, la BCE a dit vous arrêtez, vous ne menez pas votre politique. Donc on voit qu'il y a des problèmes déjà de souveraineté manifestes. Et que ça pose des problèmes démocratiques majeurs. Enfin, le système que vous décrivez, à la rigueur, ça marche très bien tant que Macron est président, peut-être. Encore, j'en sais rien, il faudrait voir, parce que la BCE aussi ne gère pas forcément les taux longs face à une défiance des marchés qui est très forte. Vous voyez que le politique peut s'en mêler, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un vrai problème majeur de financement de l'État, non? Oui, mais il faut... On n'est pas en train de parler d'une invasion, vous voyez, d'OVNI qui tombe comme ça. D'une élection qui ne se passe pas bien quelque part dans les 27 pays de l'Union européenne, ça pose des soucis quand même. Ce que vous dites est juste, mais jusqu'à présent, tout va bien. Mais heureusement, les marchés ne vous ont pas écouté. Voilà.
Donc, les marchés ne s'inquiètent pas de l'histoire que vous racontez. En 1928, ils ne s'inquiétaient pas Oui, beaucoup, non, les mais marchés, je au veux dire, contraire. Puis un jour, il y a 29. Vous savez, vous pouvez jouer à vous faire peur. On peut très bien imaginer qu'en 2027, de manière démocratique, les Français décident d'élire, c'est pas du tout équivalent, hein, soit Madame Le Pen. Je ne portais pas de vie politique, je dis juste que soit Madame Le Pen, soit Monsieur Mélenchon, et que naturellement, ça va provoquer une crise, c'est-à-dire que la BCE va dire soit à Madame Le Pen, soit à Monsieur Mélenchon, selon le programme qu'il veut mettre en œuvre, c'est pas possible. Voilà, ça tient pas. Et il se passe quoi alors? Il se passe ce qui s'est passé récemment, il y a 2 ans pour l'Italie, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont fortement monter, la France s'endette, qu'on va avoir la menace que les marchés vont envisager cette menace que la BCE coupe le robinet et que à ce moment-là, le gouvernement devra choisir entre se soumettre ou quitter la zone euro. Donc on a un système qui d'un côté tient, mais ça tient parce que... Enfin, c'est pas que quitter la zone euro, hein, c'est faire défaut sur la dette, oui, forcément. faire défaut sur la dette, faire défaut sur la dette et quitter la zone euro. Donc le système tient parce que l'hypothèse Le Pen-Mélenchon n'est pas pris au sérieux par les marchés et parce que les marchés considèrent que la contrainte que les autorités européennes, la Commission et la BCE est capable de faire sur la France suffira pour que les politiques ne soient pas mises en œuvre. On a un système qui tient, mais ce n'est pas génial du point de vue démocratique. Oui, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que finalement, ce système de tiens, on fait de la dette, ça a juste une conséquence, c'est que par exemple, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas mettre en place son programme. Oui, non, Jean-Luc Mélenchon ne pourra pas mettre en œuvre son programme. C'est clair. Enfin, mais alors, il faut dire que c'est peut-être pas une bonne idée de faire de la dette sans arrêt, alors, non? Non, mais il y a un timing, voilà. Il y a un timing qui est très dangereux, qui est un gouvernement de gauche qui arrive avec une politique expansionniste va se heurter naturellement à la coalition des marchés et des marchés de la BCE. On peut répondre, oui, c'est très simple, il n'y a qu'à faire que la dette publique soit détenue par les Français qui font confiance à la France, qui détiendrait la dette publique en dehors des marchés financiers, comme le fait le Japon. Et vous voyez que ça prend du temps pour sortir la dette publique des marchés financiers et la mettre entre les mains des Français, et que le gouvernement de gauche aura du mal. Aura du mal à aller voir AXA et dire à AXA il faut absolument que vous achetiez la dette publique française en vendant ce que vous détenez d'actifs sur l'étranger. Donc de dette publique allemande ou italienne, ce qui va causer un problème immédiat à l'Allemagne et à l'Italie. Mais pour illustrer ce problème des taux d'intérêt, et pour finir sur ce point-là, je vous propose de regarder ces graphiques, comme ça on va un peu mieux comprendre la problématique et le rôle qu'il y a eu sur les taux d'intérêt. Alors on voit ici la charge d'intérêt qu'on paye sur la dette publique depuis les années 2000. Donc on voit qu'il y a eu globalement une pente étonnamment descendante. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les taux d'intérêt ont baissé. Donc quand on a fait rouler la dette, on a payé de moins en moins d'intérêt. On est passé de 70 à peu près 35 milliards. Et on a vu en 2002 déjà une première explosion de la charge d'intérêt qui est revenue à 50 milliards. C'est presque 15 milliards en un an en plus d'intérêt sur la dette, uniquement à cause de l'indexation que le gouvernement avait vendue sur la dette indexée sur l'inflation. Donc si on prend du recul sur plusieurs décennies, eh bien on voit que dans les années 60, 70, la dette, ça coûtait vraiment pas grand-chose, que évidemment la dette ayant augmenté, elle a coûté de plus en plus cher, et il y a le tournant dont on a parlé tout à l'heure des années 90, où les taux d'intérêt ont baissé, la charge de la dette a baissé, et là elle vient juste de augmenter. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce troisième graphique où on met en parallèle l'augmentation de ce qu'on paye, les intérêts de la dette en bleu, avec, dans une échelle différente, la dette publique en orange. Si on se cale à peu près au même niveau des années 70 pour comparer ce qui se passe, eh bien, on voit qu'à partir des années 90, la dette elle continue à monter exactement comme avant, mais par contre, effectivement, les intérêts baissent. Mais on comprend une chose, c'est que si les taux d'intérêt reviennent au niveau des années 90, à 5, 6, 7% comme c'était, potentiellement,
vous pouvez avoir des intérêts sur 3 000 milliards de dettes maintenant qui vous font monter à 100 milliards, 150 milliards, peut-être 200 milliards d'intérêts par an sur la dette. Donc on voit qu'une remontée des taux d'intérêt, c'est mortel pour la solvabilité française, quoi. C'est ça, en fait, qui inquiète fortement les pays occidentaux. C'est pour ça qu'en fait, on a peur que les marchés financiers aient de la défiance, quoi, comme on le disait précédemment. Ce qui est important du point de vue des économistes, c'est de comparer le taux d'intérêt que l'on paye sur la dette avec le taux de croissance du PIB. Ainsi, le taux d'intérêt qu'on paye sur la dette est très élevé par rapport au taux de croissance du PIB. On est dans une situation où la dette fait boule de neige, elle augmente d'elle-même, et donc il faut des politiques d'austérité pour ralentir la croissance de la dette. C'est la situation qu'on a connue à peu près en France et en Europe des années de la réunification allemande, des années 90 jusqu'à 2005. Quand les taux d'intérêt sont bas par rapport au taux de croissance de la dette, la dette, elle se réduit d'elle-même et il n'y a pas à s'inquiéter. Or, actuellement, la France paye sur sa dette publique un taux d'intérêt de 1,6%, parce qu'on a beaucoup de dettes qu'on a émis à des taux nuls, alors qu'on a une croissance qui, exceptionnellement, est de 5 à 6% actuellement, compte tenu de la poussée d'inflation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Les taux longs, maintenant, sont à 3,1, pour une croissance de l'ordre de 3,2, ce qui veut dire que on n'est pas encore dans une situation dramatique, et la situation deviendra dramatique si les taux d'intérêt montent exagérément, et alors que la taux de croissance chute. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé, mais bien sûr, tout est possible. Mais l'espoir que nous avons, c'est que la BCE n'augmentera pas, maintiendra des taux relativement bas dans l'avenir. Mais justement, sur la BCE, puisqu'on en parle, il y a eu, il y a quelques mois, des débats, il y a toujours assez vifs, sur le fait que, en gros, il n'y a pas loin du tiers de la dette française qui est possédée par la Banque centrale européenne. Et donc, il y a eu des économistes, à gauche en particulier, qui ont émis l'idée de simplement demander l'annulation de cette dette par la BCE. Donc, dire on ne remboursera pas la BCE de façon à ce que la dette elle passe de 3 000 milliards à 2 000 milliards. Donc, il y a eu des grands débats, en particulier à gauche. Quelle est votre position, vous, sur cette idée-là? Est-ce que cette dette, elle est annulable? D'abord, il y a des positions sur lesquelles il peut y avoir des débats, et puis il y en a d'autres sur lesquelles il n'y a pas de débat. La dette publique française est détenue par la Banque de France, qui l'a achetée pour la BCE, mais c'est la Banque de France qui la détient. La Banque de France est une filiale de l'État, et donc annuler ce que la Banque de France détient sur l'État, c'est une opération interne à l'État qui n'aurait aucune conséquence, et donc c'est une opération parfaitement neutre. Pour dire les choses autrement, imaginez que la Banque de France détient 1 000 milliards de dettes publiques. Ces 1 000 milliards de dettes publiques que détient la Banque de France, si vous regardez les comptes de la Banque de France, elle a une contrepartie, c'est le fait qu'elle finance ces 1 000 milliards par 1 000 milliards de dépôts des banques commerciales à la Banque de France. Et donc, si on annule ces 1 000 milliards, la Banque de France se retrouverait avec un déficit de 1 000 milliards, avec une dette nette de 1 000 milliards, et cette dette nette de 1 000 milliards, elle ferait partie de la dette publique, donc la dette publique ne serait pas diminuée, et par ailleurs, ces 1 000 milliards, il faudrait les financer avec, actuellement, donc la Banque de France paye 3,75% d'intérêt là-dessus, donc c'est 37 milliards que la Banque de France doit payer aux banques commerciales, et ces 37 milliards, ça fait partie, qu'on le veuille ou non, des charges publiques. Et donc l'annulation
de ce que détient la Banque de France ne ferait pas disparaître la dette de la Banque centrale envers les banques commerciales et les 37 milliards qu'elle leur verse. Donc c'est une opération purement fictive. Ce qu'on oppose aussi, c'est que ça pourrait créer du coup, même s'il n'y a pas de raison directe, une défiance des marchés financiers qui se disent tiens, s'ils commencent à annuler la dette de la Banque centrale, ils vont peut-être annuler la mienne demain, et donc je ne vais plus leur prêter et les taux augmenteraient. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, en fait, c'est ça? Oui, enfin, disons, c'est pas. Si on s'est mis dans la main des marchés financiers, c'est pas envisageable. Il y a à l'échelle mondiale, il y a une distribution du travail disant la dette publique, elle est portée par l'État et elle n'est pas portée par la Banque centrale. On pourrait imaginer un tout autre système où on dit voilà, c'est la Banque centrale qui porte la dette publique. Ça ne changerait pas la méfiance que les marchés financiers auraient. Et vous savez qu'un certain nombre de pays émergents, en difficulté, quand ils ont une dette publique importante, au lieu d'aller sur les marchés financiers au nom de l'État, ils y vont au nom de telle ou telle grande entreprise, de telle entreprise minière, etc. Rien, mais les marchés ne sont pas dupes. Et donc, si un pays se pointe en disant je n'ai pas de dette publique, mais que les marchés savent très bien que la dette publique, elle est détenue par la Banque centrale, ça ne change rien. Donc, c'est purement fictif. Et l'idée, il y a une idée qui traîne chez certaines personnes, disons, même dans certaines institutions, pourtant respectables, qui disent on pourrait financer la transition écologique tout simplement par des subventions de la Banque de France ou de la BCE. Et les subventions de la Banque... D'abord, ce n'est pas le rôle d'une banque de faire des subventions. Elle pourrait le faire, mais ce n'est pas son rôle. De même que le boucher, il ne vous vend pas des fruits et légumes. Il n'y a aucune raison, mais je veux dire, ce n'est pas son rôle. Et puis, ça ne changerait rien au niveau de l'équilibre macroéconomique. C'est totalement équivalent. Les dons de la Banque centrale seraient totalement équivalents au déficit public. Et donc, ce n'est pas une manière de financer que de dire c'est la Banque centrale qui va faire des chèques. Ce n'est pas son rôle. Surtout que là, pour le coup, ça pourrait être vraiment inflationniste, puisque vous dépenseriez immédiatement l'argent, même encore pire que du déficit public, non? Oui, c'est exactement comme du déficit public. Ça serait la même chose. Et donc, disons, la Banque centrale ne va pas se lancer dans cette politique. Et donc, il est vain de dire, de le lui demander. Ce qu'il faut dire clairement, c'est que dans la transition écologique, il y a un certain nombre de dépenses qui, par essence, ne sont pas rentables. Ces dépenses qui ne sont pas rentables, ça rentre dans la dette publique. Il n'y a pas de miracle. Alors, j'aimerais finir de cette partie sur la dette par une question un peu plus politique sur le sujet. On a, en particulier en France, la droite, quand elle est au pouvoir, qui a toujours un discours sur la dette, c'est mal, c'est pas bien, c'est pour nos enfants. Mais on s'aperçoit historiquement que si on regarde le déficit public chaque année avec la couleur politique du gouvernement, c'est la droite qui endette le plus la France systématiquement. Ça, on a beau chercher une année, sauf peut-être en effet en 2006, et encore, il était quand même encore en déficit, il n'y a pas une année d'excédent. Donc la droite dit le déficit c'est mal et fait du déficit, c'est quand même très étonnant comme politique, et la gauche qui a plutôt tendance à dire c'est pas très grave le déficit, et elle fait du déficit public. Il n'y a plus personne ne défend l'idée d'une forme d'équilibre budgétaire, alors que c'était quand même plutôt présent à gauche. Et je voudrais vous faire réagir à cette citation suivante, que j'ai trouvée quand même très intéressante, d'un certain Karl Marx, qu'on ne cite pas assez. Donc, je me propose de vous la lire rapidement. Il disait à l'époque, donc en 1850, « Impossible de subordonner la gestion de l'État à l'intérêt de la production nationale sans établir l'équilibre du budget. » Il faut viser l'équilibre du budget. Il précise comment établir cet équilibre sans rejeter une notable partie du fardeau fiscal sur les épaules de la grande bourgeoisie elle-même. Donc, sans raisonnement, il faut l'équilibre, mais s'il faut l'équilibre, il faut monter les impôts. Évidemment, la bourgeoisie ne veut pas payer plus d'impôts. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'endettement de l'État, c'était au contraire d'un intérêt direct pour la bourgeoisie. C'est précisément le déficit de l'État qui était le poste principal de son enrichissement.
chaque nouvel emprunt lui fournissait une nouvelle occasion de rançonner l'État. Le crédit public, voilà le credo du capital. Euh, En effet, on voit qu'on paye pour le moment 50 milliards d'intérêts aux plus riches. C'est peut-être demain 100 milliards si l'État augmente. Pourquoi il y a plus personne à gauche qui dit que c'est quand même assez bizarre d'avoir un système où, au lieu de prélever de l'impôt, sur en particulier les plus riches, on leur emprunte ce même argent, on le rémunère en leur disant un jour je vous rembourserai. Je vois personne à gauche qui tient ce discours-là. C'est quand même un discours un petit peu marxiste. Pourquoi on est tous drogués à la dette? Bon. Certains tiennent ce discours. La dette publique n'est pas détenue par les plus riches. Les plus riches, Arnaud, Pinault, Madame Bettencourt, ne détiennent pas la dette publique. La dette publique est très mal rémunérée, généralement à des taux d'intérêt qui sont inférieurs au taux de croissance. Donc, les plus riches, ils préfèrent détenir de l'immobilier et puis, surtout, détenir leurs entreprises. Les capitalistes, ils détiennent les entreprises et ce n'est pas sur la dette publique qu'ils font leur profit. La dette publique est détenue par des classes moyennes supérieures ou inférieures qui épargnent parce qu'ils ont peur de l'avenir et qui n'ont pas les moyens d'investir dans les entreprises qu'ils ne possèdent pas. Et donc, le problème, c'est ces couches moyennes qui détiennent la dette publique et qui sont mal rémunérées. Et ces couches moyennes, elles veulent détenir de la dette publique. C'est ça le problème. C'est-à-dire, vous avez 60 ans, vous êtes inquiet, vous dites peut-être que je vais devoir aller dans une EHPAD, je ne voudrais pas être à la charge de mes enfants, donc j'accumule 300 000 euros. Ces 300 000 euros, je ne veux pas les risquer en bourse, donc je prends de l'assurance vie, et cette assurance vie, c'est de la dette publique, et donc c'est pour ça que ça coince, quoi. On a des ménages qui sont pas naturellement, c'est pas les 50% les plus pauvres, c'est pas les 5% les plus riches, c'est la masse des gens entre les deux qui détiennent la dette publique. Si je peux me permettre, l'assurance vie est détenue à 90% par les 15 à 20% des ménages les plus riches. Il y avait eu le rapport Berger à l'époque qui avait donné. Non, pas les. Ok, c'est peut-être pas Bernard Arnault, mais qui a forcément des millions. De toute façon, si vous regardez au gouvernement, il y a plusieurs ministres qui ont des centaines de milliers d'euros d'assurance vie, voire même en millions. Donc ils ont tort. Ça m'étonnerait. Non, je pense que vous exagérez. La plupart du temps, ils ont des placements beaucoup plus productifs. Le drame, si on peut dire, c'est que les gens épargnent. Et ça, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Le taux d'épargne des ménages actuellement, c'est 18% de leurs revenus. Donc les ménages, d'un côté, on a naturellement des ménages pauvres qui souffrent de l'inflation, qui vont, moyenne, 18%, qui vont au resto du cœur, mais on a quand même une masse de gens qui épargnent massivement. On revient à l'oligarchie. Vous voyez bien les distributions de dividendes, les distributions de dividendes massives qui sont faites à certains ménages. Évidemment, quand ils ont autant de pognon qui rentrent, ils sont bien obligés de l'épargner dans des produits financiers, parce qu'ils ne vont pas faire 12 repas par jour non plus. Bernard Arnault, il ne peut pas. Quoi. Non, mais Bernard Arnault, c'est un cas particulier. Bernard Arnault, il a son entreprise, donc tout à fait naturellement, il va réinvestir massivement dans son entreprise. Il a payé 1 milliard de dividendes cette année. Je pense qu'il peut s'acheter quelques yachts aussi. Non, d'accord. Il a filé 10 millions à Resto du Cœur, mais pas que. Mais il y a la masse des dividendes, elle est réinvestie dans l'entreprise. De temps en temps, il y a des gens qui gaspillent tout, comme Arnaud Lagardère, mais la plupart du temps, c'est réinvesti dans l'entreprise. C'est qui pourrait être ministre, lui. Mais... Le drame, si on peut dire, c'est les gens entre les 50%, entre le décile 5 et le décile 9, ou 9,5, si vous voulez, qui épargnent parce que
ils n'ont pas confiance dans le système des retraites, ils veulent aider leurs enfants, etc. Et tout ça fait que on a besoin du déficit public. Là, on a un taux d'épargne de 18%. Si demain, les ménages mettaient ce taux d'épargne à 10%, on aurait une relance massive par la consommation, on n'aurait pas besoin du déficit public et on pourrait augmenter les impôts. Mais le problème, c'est que ça coince. Et il y a un manque de lutte aussi contre les inégalités de redistribution, clairement manifeste. C'est on a des inégalités au niveau des entreprises, des inégalités salariales qui font que malheureusement, on a une partie des gens qui ont des salaires beaucoup trop élevés et qui l'épargnent. Et ça, c'est catastrophique. Vous êtes aussi spécialiste des politiques économiques. Alors, on en a un peu parlé évidemment précédemment quand on a détaillé certains points, mais quel regard vous portez sur la politique économique menée par Macron depuis 2017 ? La politique économique menée par Macron, c'est extrêmement simple. C'est le principe disant il faut tout faire pour les entreprises. Le but de l'État, c'est le principe du néolibéralisme. Le but de l'État, c'est avant tout d'améliorer la compétitivité des entreprises et l'attractivité de notre territoire. Donc, on baisse au maximum les impôts sur les entreprises et puis on réduit le droit du travail de manière à ce que les entreprises soient le plus libres possible. Donc, c'est une politique qui a sa cohérence. En même temps, on a besoin de dépenses publiques, on a besoin d'infrastructures, etc. Donc, et puis, il y a le déficit public. Donc, Macron ne peut pas aller trop vite. Donc, naturellement, c'est une politique qui prend du temps. Et puis, deuxième point, c'est la politique de l'oligarchie. Mais l'oligarchie, on est dans un pays démocratique, et donc en même temps, on ne peut pas prendre des politiques trop brutales contre le modèle social, même si on en a envie. Donc c'est progressif. C'est progressivement qu'on met en cause l'assurance chômage, c'est progressivement qu'on met en cause les retraites, et encore, on ne passe pas à la capitalisation. Donc on abîme le modèle, mais on fait ça indirectement. Et puis, il faut tenir compte des luttes des personnes concernées. Donc, l'ambition, c'est bien sûr d'aller vers un modèle de plus en plus libéral, mais jusqu'à présent, il a du mal, Macron. Il n'a pas réussi à faire baisser le taux de prélèvement obligatoire, il n'a pas réussi à faire baisser le taux de dépenses publiques. Donc, il y a une politique, mais qui se heurte à la réalité. C'est sûr qu'il ne peut pas réduire les dépenses publiques et continuer à financer les entreprises avec des subventions colossales, sans d'ailleurs contrôler qu'il y ait bien des retours sur investissement. Oui, c'est une captation aussi de l'État par les entreprises, ce qu'on voit là, non ? Oui, c'est une captation de l'État par les entreprises, mais en même temps, C'est le communisme pour les entreprises, quoi. Quoi ? C'est le communisme pour les entreprises, quelque part. Le problème, c'est qu'il a une contrainte, le déficit budgétaire, qui est quand même contrôlé par Bruxelles. Et puis, il a une autre contrainte, c'est qu'il ne peut pas aller trop directement contre la population. Il peut pas dire du jour au lendemain, comme certains le proposent, je baisse de 20% le niveau des retraites et ça me permet de baisser les cotisations sociales, parce qu'il y aura une très forte rébellion parmi son électorat, et donc ça peut se faire que très lentement, et c'est pareil pour l'hôpital, pour les remboursements de santé, etc. Voilà. Donc, et puis, mais ça, cette politique, elle est complètement, elle est plus de saison, si on peut dire, lorsqu'on a besoin de la transition écologique, et Macron ne prend pas en compte le fait que, grosso modo, il faut une planification écologique, et donc Mais d'un autre côté, on peut dire, la France étant ce qu'elle est, notre objectif, c'est de recoller la France aux
au niveau des pays les plus libéraux, et puis la transition écologique. Et on verra plus tard. Enfin, on voit qu'en effet, on verra plus tard, on verra quand tout le monde sera d'accord et tout. Mais enfin, la priorité, c'est quand même faire de la France un pays normal, en réduisant les dépenses publiques, les impôts et les droits du travail. mais justement, cette politique économique vraiment néolibérale et néfaste, enfin, qu'on constate tous dans nos vies, moins qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, elle est pas optimale, mais il y a une question qui est vraiment absente du débat public, alors qu'elle est quand même fondamentale sur notre avenir économique. C'est est-ce qu'il est possible de mener une autre politique, je dirais même sérieuse, voire même progressiste, dans le cadre de l'Union européenne? Ben non. La réponse est C'était non. pas censé être démocratique, l'Union européenne? J'ai loupé un La truc, ré- on m'a dit c'est La super réponse est démocratique. non. La réponse est non, voilà. C'est simple. La réponse est non, c'est-à-dire que la France, assez bizarrement, a signé des accords selon lesquels les pays se concertent pour, en ce qui concerne les grandes orientations de leur politique économique. Voilà. Et donc, normalement, Bruxelles, tous les ans, nous envoie des orientations, ça s'appelle le semestre européen, enfin ça change de nom, mais ça revient au même, pour nous dire voilà ce qu'il faut faire. Et donc, notre contrainte, en quelque sorte, c'est de suivre les décisions prises par la majorité des pays européens, telles qu'elles s'expriment au Conseil européen ou à la Commission. Ça veut dire qu'on est plus souverain économiquement? Ça veut dire que théorique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un peu bizarre, où on n'est pas souverain économiquement et on a un engagement qui est extrêmement lourd, dont on n'a pas conscience, mais on le voit, on l'a vu dans le cas de la Grèce, on le voit dans le cas de l'Italie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une doctrine européenne, que cette doctrine européenne, elle est plus ou moins imposée au pays. Alors, dans certains cas, on dit « Ah ben, c'est sympa », on dit à la Pologne « Il faut fermer vos mines de charbon », c'est sympa, mais de l'autre côté, c'est une contrainte lourde sur les pays, et normalement, un pays ne doit pas pratiquer de politique qui s'écarte de ce que décide la majorité. Il y a une phrase que je cite souvent, c'est celle d'Alain Madelin en 92 pour la campagne de Maastricht, qui disait que Maastricht fallait vraiment signer car c'était une assurance vie contre le retour d'une expérience socialiste façon 1981. Ce qui est assez vrai, enfin, en tout cas on peut quand même rendre grâce à la franchise et à la pertinence d'analyse d'Alain Madelin à ce moment-là. Pourquoi les socialistes ont signé ça? Parce que vous aviez en 2012 aussi écrit un livre qui s'appelait L'Europe maltraitée, qui dénonçait ces traités budgétaires, où maintenant Bruxelles allait regarder, voire même quasiment imposer ce qu'on ne pouvait pas faire en France. Pourquoi c'est encore des socialistes qui ont signé, accompagné ces mouvements-là? Pourquoi la gauche rentre dans un système qui est fait pour empêcher la gauche d'exercer une politique de gauche? Tu peux faire deux réponses. Et je les prends, allez-y. La première, c'est que les gens dont vous parlez n'étaient pas socialistes, c'est-à-dire qu'ils considéraient que, grosso modo, on ne sortait pas du modèle néolibéral et que notre seul degré de liberté, c'est peut-être vaguement de faire un peu plus de redistribution que les autres. Voilà, ça c'est une première réponse. Et une seconde réponse, c'est que... C'est plutôt pertinente, me semble-t-il. Mais... Oui, mais certains pouvaient avoir l'espoir que l'Union européenne prendrait, d'une façon ou d'une autre, un tournant socialiste, et donc ça renforcerait le socialisme en France. C'est pas complètement disparu. Il y avait un parti, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelait Europe Écologie Les Verts. Donc ce parti Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui considère que le programme écologique ne peut être mené à bien que grâce à une Europe fédérale, et donc qu'il faut faire une Europe fédérale. Et donc, voilà. C'est pas grave si elle est néolibérale, ça marchera quand même, c'est ça? Non, mais c'est que
L'idée, c'est qu'il faut que toute l'Europe prenne le tournant et qu'un pays isolé ne peut pas le prendre. Et donc, Europe Écologie Les Verts, c'est l'idée. Ouais, mais C'est l'idée. Oui, mais on Enfin, n'est que 500 millions en Europe. Vous pensez qu'ils vont nous faire monde écologie les Verts, où il faudrait peut-être qu'il y ait l'Europe et l'Asie et l'Afrique qui se mettent tous ensemble pour qu'on fasse quelque chose? non, mais Pourtant, c'est la même logique. Hein. non, mais voilà. L'idée, ça consiste à dire il existe un modèle européen, modèle social, économique européen, et ce modèle, pour que ce modèle ait une influence à l'échelle mondiale, il faut que ce modèle soit affirmé à l'échelle européenne. Et donc, le programme qu'on va appeler écosocialisme passe avant tout par la conquête du pouvoir à l'échelle européenne plus qu'à l'échelle française. Ah oui, donc après, il n'y a plus qu'à se mettre d'accord avec l'extrême droite en Italie, avec la droite dure en Pologne, en Hongrie, oui. pour arriver à faire un programme qui soit progressiste. Voilà. Ça Non, mais c'est ça le délire, en fait. Non, c'est pas le délire, c'est l'idée. Quand même, on peut. C'est l'idée. Il faut une Europe fédérale, et c'est cette Europe fédérale qui va nous faire prendre le tournant écosocialisme. C'est quelqu'un comme Piketty, il a cette idée. Beaucoup de gens ont cette idée. En fait, c'est presque aussi efficace que la prière, en fait, finalement. Non, mais c'est pour ça que si on peut faire de la base politique, la gauche est partagée, si on peut dire, entre deux tendances. Une tendance qui dit il faut faire une Europe fédérale parce que dans cette Europe fédérale, les idées de gauche pourront être majoritaires. Donc on fait l'idée. Et une tendance qui dit il faut faire notre programme contre l'Europe, et donc il faut éviter tout ce qui augmente le caractère fédéral de l'Europe. Donc on a deux tendances à gauche, tout à fait avec deux discours totalement cohérents, mais totalement contradictoires, et c'est ce qui fait la difficulté de l'exercice. Au niveau européen aussi, au niveau économie, l'euro, ça marche finalement ou ça ne marche pas? Ça marche de façon fabuleuse, oui, ça marche. Ça marche en ce sens que, d'un côté, c'est une monnaie unique qui est pas tout à fait unique parce qu'il y a encore des différences de taux d'intérêt entre les pays européens, alors que normalement, cette différence devrait disparaître. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment remis en cause. Donc, ça marche. De l'autre côté, on n'a jamais bien précisé le mode d'emploi. Et donc, on a des disparités importantes entre les pays européens. Certains ont une croissance forte, d'autres une croissance médiocre, mais on n'a pas les instruments au niveau européen pour ajuster ça. Donc, du point de vue italien, on peut dire l'euro est une catastrophe, et du point de vue allemand, d'un côté, jusqu'à présent, ça nous permettait de maintenir une domination industrielle, et puis, en contrepartie, comme vous savez, on finance le déficit des autres. Mais dans ce cadre de l'Union européenne, parce que vous expliquez qu'en effet, votre réponse était très claire au début, ce n'est pas possible de mener notre politique dans ce cadre-là. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a un moyen d'en sortir? De quoi? De l'Union européenne? De certains traités seulement? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi votre vision concrète? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Non, je ne pense pas qu'on puisse sortir de l'Union européenne. Voilà, la Grande-Bretagne l'a fait, c'est pas un succès. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de refuser tout nouveau pas vers le fédéralisme, et puis de trouver des alliés pour mettre en cause tous les éléments fédéraux de l'Union européenne, de manière à retrouver un degré de liberté. Jusqu'à présent, l'Europe fonctionne
par le consensus technocratique. C'est-à-dire qu'il y a la Commission, qui est un organisme. La Commission est un organisme prodigieux, parce que c'est un organisme technocratique. Les gens sont nommés parce qu'ils sont envoyés par leur pays. Ils n'ont qu'un programme a priori. Je veux dire, là, les Pays-Bas envoient comme responsable du tournant écologique un monsieur qui est tout à fait opposé à ce programme. Mais il n'y a pas... Là, on fait comme s'il n'y avait pas de choix politique. Donc, c'est un choix technocratique. Il y a une ambiance technocratique qui fait que ça marche. Et donc, pour mettre en cause l'Europe, il faut qu'un certain nombre de pays changent de discours et disent clairement, ben non, on ne s'inscrit pas dans la domination néolibérale technocratique de l'Europe. Et naturellement, c'est conflictuel. Ça veut dire qu'au moment du semestre européen, on dise clairement, ben non, on refuse les conseils que l'Europe nous donne. Mais pourquoi vous dites aussi qu'on ne peut pas en sortir? Parce que là, quand vous dites, par exemple, au Conseil, il faudrait dire non. Mais si vous dites non, c'est que vous êtes parti pour avoir une politique progressiste, dirons-nous. On a dit il y a une heure que si vous commencez à être élu avec vos politiques progressistes, déjà, vous n'allez pas aller au semestre européen parce que la Banque centrale va vous couper les vivres le lundi qui suit l'élection, en fait. Donc déjà, vous avez un problème. Donc, pourquoi on ne pourrait pas en sortir comme l'a fait l'Angleterre à propos de dire oui, mais il y a un coût, mais ça, c'est sûr qu'il y a toujours un coût. Mais vous retrouvez aussi une liberté, un avenir au moins qui est remis dans vos mains, quoi, parce que, je ne sais pas moi, quand vous êtes en esclavage, vous avez plus trop de soucis sur la nourriture, elle arrive, quoi, mais vous êtes en esclavage, quoi, donc c'est un choix. Après, vous n'êtes pas en esclavage ou vous restez avec peut-être quelques points de croissance en plus. Mais... Oui, c'est un choix, mais nous n'avons pas actuellement le rapport de force en France qui nous permet, ou l'unité en France qui nous permet de sortir de l'Union européenne. On peut le regretter, mais donc il faut tenir compte du rapport de force. On a un rapport de force qui d'abord qu'il faut construire et qui nous permet de nous opposer à certaines mesures que l'Union européenne veut imposer, mais voilà, je ne pense pas qu'on peut aller plus loin. On peut dire très bien, on peut dire à l'Union européenne, notre politique énergétique n'est pas négociable. Voilà. On peut dire à l'Union européenne, notre politique industrielle n'est pas négociable. Et c'est ce genre de choses qu'il faut faire, mais ce n'est pas sortir tout de suite de l'Union européenne. Mais sur certains points, effectivement, il faut dire que ce n'est pas négociable. Un gouvernement de gauche, il est obligé de dire, ben voilà, on ne démantèle pas EDF et on continue à soutenir telle ou telle entreprise française. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions un peu sur l'avenir, je voudrais dire. Donc on est confronté évidemment à la crise climatique et environnementale. Est-ce que pour vous, la décroissance est la seule solution face aux enjeux qui se dressent devant nous? Nous sommes dans une situation où nous infligeons à la planète des dégâts insoutenables. Et donc, voilà, il faut un tournant, il faut une rupture écologique, sociale, écologique. Cette rupture, obligatoirement, elle a plusieurs composantes. Une composante décroissance, consistant à dire il faut limiter les dégâts matériels que nous faisons à la planète. Mais en même temps, on voit très bien que la décroissance en elle-même suppose une telle baisse du pouvoir d'achat des populations que ce n'est pas crédible. On ne réussira jamais à dire, ben voilà, il faut baisser de 60% notre consommation d'énergie fossile, donc on va baisser de 60% notre pouvoir d'achat. C'est dur. D'un autre côté, si on peut dire aux gens, vous aurez moins de produits matériels, mais en échange, vous aurez plus de
production immatérielle. Et c'est un peu difficile de remplacer, de dire aux gens, ben voilà, au lieu d'avoir une voiture, ben vous aurez le droit de prendre des cours de chant ou de choses comme ça. On va remplacer le matériel par l'immatériel. Donc, la décroissance de la production et de la consommation matérielle fait partie du programme, mais ce n'est pas la seule solution. Et ça doit être obligatoirement complété. D'un côté, c'est évident par la lutte contre les inégalités. La première chose à faire, c'est s'en prendre aux plus riches, sachant que les plus riches, il y a beaucoup de plus riches en France. Ensuite, on est obligé quand même de dire il faut compter sur le progrès technique parce que c'est lui qui va nous permettre en partie de sauver la situation. Donc, on a obligatoirement, disons, 4 composantes. La décroissance, oui. Le fait d'être une société égalitaire, le fait de continuer le progrès technique, ça fait partie obligatoirement de l'histoire. Et puis, ça suppose aussi, mais ça fait partie aussi de la décroissance, faut mettre en cause le capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut changer les objectifs des entreprises. Les entreprises ne doivent plus avoir comme objectif d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter leur profit. Elles doivent avoir comme objectif de satisfaire les besoins en limitant les dégâts écologiques. Et donc, c'est une autre histoire, quoi. Oui, parce que c'est ce que j'avais envie de vous demander pour conclure, quoi. Est-ce que ce capitalisme néolibéral est capable de gérer cette problématique environnementale ou est-ce qu'il faut bâtir un modèle alternatif et dans ce cas-là, ce serait quoi pour vous? Le capitalisme en tant que tel n'est pas capable de prendre le tournant écologique, donc il faut un tournant vers une société sobre, solidaire, socialiste. Et donc, une société sobre, socialiste, solidaire, c'est une société dans laquelle on remet en cause les objectifs des entreprises, en disant, voilà, on a des besoins à satisfaire, comment on les satisfait, et on ne tient pas compte de l'objectif profit. Si vous êtes constructeur automobile, votre objectif ne doit plus être de construire les voitures les plus chères possibles, parce que c'est les voitures les plus chères possibles que vous avez un taux de marge supérieur. C'est de se poser la question, quels sont les moyens de transport de demain? Les moyens de transport de demain, c'est la voiture électrique légère pour l'urbain, c'est les transports en commun pour les moyennes distances. Donc, il faut repenser ça, et ça suppose que il y a des choix sociaux. C'est pour ça que l'économie doit être socialiste et qu'il faut une planification écologique parce que il faut faire des grands choix, et ces grands choix, ils ne peuvent pas être faits par les dirigeants d'entreprise. Actuellement, c'est les dirigeants d'entreprise qui décident de l'orientation de la production et de la consommation. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce soit socialement décidé, et qu'on ait des plans qui disent l'éducation, la santé, on peut le développer massivement parce qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de conséquences écologiques, mais telle ou telle activité, elle doit être arrêtée, supprimée. Pour que ça passe, il faut que les gens ne soient pas obsédés par l'idée d'augmenter leurs revenus pour accéder au niveau de consommation des classes supérieures, ce qui suppose une société égalitaire. Et donc, ce n'est pas compatible avec le capitalisme où l'idée, c'est chaque entreprise doit
faire le maximum pour avoir le profit le plus élevé possible. Et donc, nous sommes contraints de dire il faut prendre ce tournant. Et si on ne prend pas ce tournant, ben, on vivra dans un monde de plus en plus invivable. Et donc, il y a une urgence à ce changement. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Henri. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Ben, je vais vous parler d'un auteur de romans de policiers qui s'appelle Ed McBain, qui est un auteur américain qui a écrit un ensemble d'ouvrages, je ne sais pas, une quarantaine de volumes, qui racontent l'histoire d'un commissariat de police dans une ville imaginaire qui, en fait, est New York. Donc, c'est un ensemble, disons, qui a la longueur, si on peut dire, de À la recherche du temps perdu de Proust, et qui nous raconte la société américaine telle qu'elle était, une société qui est gangrénée par le racisme, qui est gangrénée par la drogue, par la prostitution, le racket, etc. Et c'est un univers qui existe et qui est tout à fait fascinant. Je pense que c'est le charme, si on peut dire, des grands écrivains de nous construire un monde. Il y a le monde de Proust qui a sa grandeur, et puis il y a également le monde des auteurs de romans policiers. Ed McBain, j'aurais pu parler de James Harley Chase, qui est plus connu, mais j'ai préféré vous parler d'Edward McBain.